Bonjour à tous. Nous sommes maintenant à 3 heures de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Cette finale qui sera la deuxième pour l'histoire du club et l'occasion de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Personnellement, je commence à avoir un peu la pression qui monte pour ce match, vu que l'Inter c'est une équipe très très flamboyante cette saison, personnellement je les voyais parmi les favoris pour la victoire finale, plus que le PSG. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu sur le parcours des deux équipes, aussi sur les forces et les faiblesses du Paris Saint-Germain et de l'Inter Milan. C'est parti. Pour commencer, le parcours du Paris Saint-Germain. C'est un parcours qui a été une vraie montagne russe, ou un ascenseur émotionnel si je peux dire, vu qu'on est passé par toutes les émotions. D'abord, il y a eu pour le premier match cette victoire poussive face à Girone où c'est le gardien qui marque contre son camp à la 90e minute. Puis cette défaite de 0 contre Arsenal, but de Havertz et but de Saka où Dembélé était puni, faut rappel, il était suspendu par Enrique et où c'est un peu Dembélé qui c'est un peu suite à deux erreurs consécutives de Donnarumma qu'on perd le match. Ensuite, il y a eu ce match nul face au Parc des Princes contre le PSV Eindhoven où on a pourtant surdominé. Puis une défaite cette fois-ci face à l'Atlético à la dernière minute où là encore on a surdominé où ils ont tiré que 3 fois au but. Cette défaite est pour moi totalement inexplicable. Et ensuite cette défaite où on est au fond du gouffre face au Bayern où tout le monde nous voit éliminés à l'Allianz Arena, le stade où se jouera la finale ce soir. Ensuite, il y a eu ce premier déclic à Salzbourg, face où on l'emporte 3-0 et où Gonzalo Ramos devient le premier attaquant depuis Mbappé en avril 2024 face au Barça à marquer un but pour le Paris Saint-Germain. Donc on a passé un peu une partie de l'hiver en étant relégable entre le 10 décembre 2024 et le 22 janvier 2025. Et 22 janvier 2025, c'est le second déclic. Il faut savoir qu'entre-temps, on a recruté Visca Kvaratskhelia qui ne pouvait pas jouer avant les barrages en cas de qualification. Et donc on a joué contre ce Manchester City qui était malade, qui était d'ailleurs le pire Manchester City depuis que Guardiola a repris les rênes et qui vient de faire sa première saison blanche depuis 2016, depuis 2017. Et il faut savoir que au moment où il y a 2-0 pour City, car Grealish marque son premier but depuis plus d'un an, et où Haaland marque le deuxième but, on était éliminé. Ensuite vient cette action de Barcola qui amène au but de la réduction de l'écart de Dembélé qui avait commencé sur le banc. Ensuite vient l'égalisation de Barcola d'un magnifique but. Et ensuite cette tête qui donne l'avantage de la part de Neves. Et enfin Ramos qui scelle la victoire parisienne, 4-2. À savoir qu'à ce moment-là, si on faisait match nul contre Stuttgart, non seulement on était qualifié, mais Stuttgart est aussi qualifié. Résultat, 4-1, on n'en parle plus, triplé de Dembélé. C'est bon pour vous? Dembélé, il faut savoir qu'à ce moment-là, il commence juste son prime. On le critiquait beaucoup la saison dernière son manque de finition. D'ailleurs, c'était un problème au Paris Saint-Germain. Ce manque de finition, il faut savoir que Enrique se cherchait un peu. Ramos s'était blessé pendant 3 mois. Kolo Muani n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique et d'ailleurs a été prêté à la Juve. Et au final, c'est Dembélé qui a été trouvé comme numéro 9, ce qui a très bien réussi tout au long de la saison, quand on voit qu'il est un prétendant pour le Ballon d'Or. Ensuite, il y a ce match de barrage face à Brest où on l'emporte 10-0 aller et retour compris, 3-0 3-0 à l'extérieur et 7-0 au Parc des Princes. Et on devait obligatoirement tomber sur les deux premiers de la saison régulière, à savoir le Liverpool ou le Barça. On a pris Liverpool. Tout le monde pensait qu'on allait prendre l'eau durant ce match, on est d'accord? Et au final, l'inverse s'est produit, vu qu'on a tiré 25 fois au but, et Liverpool a tiré que 3 fois. Et c'est sur un des 3 tirs, le dernier du match, que Liverpool a réussi à l'emporter.
C'est pour moi un des plus gros hold-up de tous les matchs que j'ai regardés. L'un des plus gros hold-up. Ensuite, il y a ce match retour qui pour moi est l'un des plus grands matchs de l'histoire du club avec le 4-2 contre City. Et il faut savoir que Dembélé marque à la 12e minute et on prend l'eau pendant la seconde période. Ensuite vient les prolongations où on remonte un peu et ensuite les tirs au but. Donnarumma qui est critiqué et j'étais serein pour la séance de tirs au but car je savais que Donnarumma était très bon sur péno. On l'a vu lors de l'Euro 2021, c'est lui qui arrête le tir au but de Saka face à en finale. Et il sort deux parades et Doué nous qualifie. On tombe ensuite face à Aston Villa, tombeur de Bruges en huitième de finale. Et Aston Villa, on est mené au score à la 29e, pas au but de McGinn. Et Kvaratskhelia, je crois, égalise juste avant les mi-temps. Et on l'emporte 3-1, but de Doué et Mendes. Ensuite vient ce match où je vais un peu en parler, ce match retour au Villa Park, où on mène 2-0 à la mi-temps. Et ensuite, on prend 3 buts suite à un relâchement de l'équipe. Faut rappeler que c'est notamment à cause de ces relâchements qu'on avait perdu, notamment que ce soit face à United ou face au Barça en 2017 lors de la remontada. Et il faut rappeler, et il faut se souvenir de ce sauvetage de William Pacho dans les dernières minutes du match. Donc on se qualifie et on retrouve Arsenal tombeur du Real de Mbappé. On s'attendait tous à un PSG Real en demi-finale pour les retrouvailles de Mbappé avec le PSG. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, Partey était suspendu pour le match et Saka faisait son retour. Donc je pensais que c'était un mini avantage car je pensais que Saka allait en réalité être un peu en manque de rythme vu qu'il avait plus joué depuis 3 mois. On l'emporte 1-0, but de Dembélé, 4e minute. Et c'est un match, encore une fois, assez dur où on laisse passer des occasions, où Donnarumma refait un match comme au retour face à Villa. Il refait un match stratosphérique. Et ensuite vient ce match retour qui est pour moi la libération, un peu en quelque sorte, où pendant quelques minutes, au début du match, on souffre beaucoup. Ah, pardon, désolé, on souffre beaucoup. Et ensuite vient cette occasion de Kvishak Kvaratskhelia qui finit sur le poteau. Et enfin, c'est ce but de Fabien Ruiz qui marque le fait que le PSG va dérouler le match. On obtient un penalty que Vitinha rate et surtout quelques minutes plus tard, mais on marque 2 minutes plus tard grâce à Hakimi. Et après, Saka réduit un peu l'écart et on se qualifie 3-1 pour la finale. Maintenant, on va passer au parcours de l'Inter Milan. Alors, l'Inter Milan, il faut savoir qu'ils ont été menés que 16 minutes. 16 minutes dans toute la Ligue des Champions de cette saison. Euh, D'abord, ils ont fait match nul face à City pour un remake de la finale de 2023 qu'ils ont perdu. Ensuite, ils l'ont emporté 4-0 face à l'Étoile Rouge Bellegarde. Puis ils l'ont remporté 1-0 face au Young Boys Bern, je vais y arriver. Et ensuite vient ce quatrième match et cette seule défaite de la saison face au Bayer Leverkusen 1-0. Là, vous allez me dire, mais tu avais dit qu'ils étaient menés que 16 minutes durant toute l'année. Ouais, sauf que ce but a été inscrit dans les dernières minutes. Ensuite, l'ont emporté face au Sparta Prague. Puis il y a eu une victoire 1-0 face à Arsenal. Arsenal qu'on a affronté, comme je viens de le dire. Une victoire 3-0 face à Monaco. Ils ont fini à la troisième. Ils ont fini dans le top 4 de la saison régulière. Et en huitième de finale, ils ont affronté le tombeur de l'autre club de Milan, le Feyenoord. Ensuite, ils ont affronté en quart de finale le Bayern Munich. Victoire 2-1 à l'extérieur et 2 partout. Donc ça a peut-être un petit avantage sur le fait que l'Inter a déjà gagné sur cette pelouse cette saison. Et enfin, 20 ce match stratosphérique contre le Barça, qui était le gros favori à ce moment-là. Match nul 3 partout à Barcelone. Et ensuite, victoire 4-3
à San Siro où on pensait au moment où Rafinha marque le troisième but, on se dit c'est fini, mais on voit la vraie force mentale de l'Inter qui ici marque le troisième but par HRB dans les dernières secondes et qui va chercher la qualification en prolongation. Voilà, ça c'était pour le parcours. Ensuite, je vais vous donner un peu les petits avantages du côté PSG et du côté Inter. Alors, faut savoir, pour les avantages côté Inter, il faut savoir que toutes les équipes ayant battu le Barça ou le Real depuis 2008 ont gagné la Ligue des Champions. Que ce soit United, que ce soit Liverpool, que ce soit le Bayern ou Chelsea ou encore l'Inter en 2010 d'ailleurs. Donc ça, c'est peut-être un mini avantage. Et aussi, il faut rappeler, bien qu'il y ait des joueurs qui soient vieux, la majorité des joueurs étaient déjà là il y a 2 ans lors de la défaite à Istanbul. Donc ils auront peut-être plus une soif de revanche que les Parisiens n'ont pas, vu que il faut rappeler que sur les joueurs qui devraient être titulaires ce soir, seul Marquinhos, côté parisien, était présent lors de la finale à Lisbonne, lors du Final Four, perdu contre le Bayern Munich. Ensuite, pour les avantages Inter, il faut savoir que le dispositif de l'Inter n'est pas un dispositif, à savoir à 2 attaquants, que le PSG a l'habitude d'affronter. Même Martinez et Thuram sont des types de joueurs que le PSG déteste jouer. Maintenant, on va voir les petits côtés, les avantages côté PSG. Il faut savoir déjà que le PSG, quand il y a des duels, il y a souvent un autre joueur pour aider l'autre. Par exemple, Kvaratskhelia aide souvent Mendes. Mendes, qu'il faut rappeler, a réussi à pocket Salah et Saka cette saison. Donc ça, c'est un petit avantage. Ça pourrait faire un avantage de surnombre sur le terrain. Ensuite, il faut rappeler que la finale se joue à Munich. À Munich, c'est la ville où une finale trône un nouveau champion d'Europe. Soit Nottingham en 79, l'OM en 93, Dortmund en 97 et aussi Chelsea en 2012. Et il faut savoir qu'en 93, l'OM jouait pour sa première Ligue des Champions pour un club de Milan qui jouait pour sa quatrième Ligue des Champions. Et c'est idem pareil, par rapport là, et c'est idem dans ce cas-là, vu que Paris, le rival, joue pour sa première Ligue des Champions contre le rival milanais, l'autre club milanais qui joue pour sa quatrième Ligue des Champions. Donc ça, c'est un petit avantage. Ensuite, pour les avantages sur la forme, il faut rappeler que l'Inter a perdu le titre, le Scudetto, au profit du Napoli. Et du coup, ça pourrait être un avantage dans le sens que l'Inter a, a ça sur le moral, ou alors un avantage pour l'Inter qui aurait une double soif de revanche. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a quelques minutes qu'un ancien président de l'Inter Milan est mort. Donc, paix à son âme, bien évidemment, pensez aux proches et à la famille. Et peut-être que l'Inter voudra lui rendre hommage de la meilleure des façons. Ensuite, maintenant pour parler du côté un peu des autres avantages, pour l'état de forme des joueurs, il faut savoir que Pavard ne sera pas titulaire. Pavard qui est un joueur important vu durant le parcours, c'est lui qui marque notamment un but, le but face au Bayern, qui est son ancien club, faut le rappeler. Et aussi que Lautaro n'a pas joué depuis le match face au Barça. Donc il y aura peut-être ce manque de rythme pour Lautaro, ou peut-être qu'il sera bien reposé et que du coup ce sera un avantage pour lui. Ensuite, on a eu l'avantage d'être champion très tôt. On a été champion début avril, le 5 avril précisément. Donc d'ici là, on a eu peut-être le temps un peu de reposer nos joueurs, de les laisser un peu le souffler, notamment après la qualif face à Arsenal, car il faut rappeler que lorsque j'étais allé au stade face à Montpellier, il n'y avait ni Donnarumma, il n'y avait pas Mendes, il n'y avait pas Hakimi, Pacho, Marquinhos, Ruiz ou Neves, Dembélé et Vitinha. Donc Paris ils ont déjà joué un peu une finale qu'ils ont un peu surdominé contre Reims. Sauf que Reims, c'est un peu, on va pas se mentir, ils viennent de se faire reléguer. Reims, c'est catastrophique.
D'autant que c'est pas le même système de jeu et c'est pas le même niveau que l'Inter Milan, sans vouloir manquer de respect aux Rémois. Et ensuite, il faut savoir que l'Inter, maintenant, pour l'aspect tactique, la compo qui devrait être affichée ce soir, ben, pareil, ça devrait être du classique. Donnarumma dans les buts, Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi en défense. Milieu de terrain, Ruiz, Neves et Vitinha. Attaque, le doute plane concernant le choix que va faire Enrique entre Doué et Barcola. Doué qui d'ailleurs n'a jamais perdu une seule finale. Donc ça, c'est peut-être un avantage. Doué et Enrique qui n'a jamais perdu une finale, à part en Ligue des Nations avec l'Espagne. Ensuite, ensuite, en pointe, il va mettre Dembélé. Et enfin, il va mettre Ishak Kvaratskhelia. Côté interiste, alors Sommer dans les buts. Sommer qui est très très bon lui aussi, surtout au tir au but. Surtout qui est très très bon, qui a multiplié les arrêts décisifs, notamment cet arrêt sur cette frappe tocasse d'Eric Garcia. Et on s'en rappelle qu'il nous a tous traumatisés, vu que c'est lui qui fait la parade décisive face à Mbappé à l'Euro 2021 qui nous élimine. Ensuite, défense, Bastoni, Acerbi et Bissek, Pavard étant absent. Sur les côtés, on devrait retrouver Di Marco, et je vais m'arrêter sur ce joueur car c'est peut-être un avantage. Euh, il faut savoir que Di Marco, c'est un joueur très fatigable. Genre, il sort tout le temps vers les 20, vers les 30e, vers les 60e minutes. Donc, c'est un joueur donc, c'est peut-être un joueur face à côté de qui il faudra passer pour aller le plus haut possible. Et à droite, on retrouvera Dumfries. Milieu de terrain, on retrouvera du classique avec Mkhitaryan qui pourrait être le premier Arménien à remporter la Ligue des Champions. Et Çalhanoğlu accompagné de Çalhanoğlu et Barella. Et à un attaque, Thuram et Martinez. Alors, bon, comme j'ai dit, il y aura une sérieuse bataille au milieu de terrain. D'un côté, l'expérience, Barella qui a déjà joué les deux plus grosses finales européennes qui existent, à savoir l'Euro et la Ligue des Champions. L'Euro qu'il a gagné d'ailleurs en 2021. Mkhitaryan qui lui est très expérimenté, notamment il a joué des finales d'Europa League, notamment celle gagnée en 2017 avec United face à l'Ajax. Et Çalhanoğlu qui lui aussi a beaucoup d'expérience et qui avait déjà joué dans un club milanais. Donc c'est un peu les trois milieux de devant de l'Inter sont très expérimentés. Alors que de l'autre côté, on a des milieux moins expérimentés. Neves, Ruiz qui a déjà aussi joué une finale d'Euro quand même, faut rappeler, et Vitinha. Vitinha et Neves qui eux sont plus proches de la vingtaine, des 20 ans que des 30 ans. Enfin, ils sont dans la vingtaine, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, est-ce que l'expérience va l'emporter sur la jeunesse ou la jeunesse va l'emporter sur l'expérience? C'est une question dont il faut se poser, car pour moi, la bataille se jouera notamment surtout au milieu de terrain. Ensuite, pour la défense, il faut savoir que l'Inter a un sacré avantage, vu que c'est une équipe qui est très solide défensivement, surtout avec leur gardien. Bon, c'est vrai, ils ont cassé 6 buts contre le Barça, mais, euh, leur défense est à prendre très au sérieux, notamment qu'avec Acerbi qui monte, il faut savoir que les commentateurs espagnols face au Barça, ils ne savaient même pas ce qu'ils foutaient là. Et enfin, une attaque, je dirais, avantage PSG avec Dembélé qui a marqué 33 buts cette saison, contre un Martinez qui est en manque de rythme et un Thuram qui parfois peut faire des matchs catastrophiques, notamment on l'a vu durant l'Euro, surtout face à la Belgique et au Portugal. Ensuite, petit détail, il faut savoir que l'Inter est une équipe qui ne joue pas avec la possession, alors que Paris, lui, elle est une équipe qui excelle dans la possession. Mais, il faut savoir, mais le Barça aussi est une équipe qui joue avec la possession, une équipe qui gardait le ballon. Donc, est-ce que ça va jouer en notre faveur cette fois-là? Je sais pas. Bref, maintenant, voici mon pronostic pour ce match, cette finale. Je vois une victoire 3-1 du PSG, doublé de Dembélé, but de Vitinha contre un but de Çalhanoğlu, pas Lautaro Martinez. Parce que je l'ai dit, il sera peut-être en manque de rythme. Mais peut-être, mais en vrai, si c'est pas Çalhanoğlu, je pense Martinez devrait marquer. Personnellement, j'attends le match avec impatience, même si j'ai très peur. Le match au Bayern en finale, c'est un des matchs qui m'a fait le plus mal, honnêtement. Et on s'espère que cette fois-ci, ce sera plus des larmes de joie qui vont couler.
Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à très vite. C'est ciao.